C'era l'ingegnere che diceva che già oggi è così, l'ultima... Quella è la realtà. Allora, grazie. Io invito grazie a te. Invito i relatori della seconda parte. Dico a tutti che chiaramente stiamo sforando un pochino, ma sappiate che chi resiste potrà partecipare al cocktail del dinner sulla terrazza, quindi c'è un premio finale per chi riesce a resistere fino in fondo, ecco, per tutti, intendiamoci. Quindi Maria Cristina Cavallaro, Giovanna De Minico, Riccardo Capecchi, Presidente Vito Tenori già si è seduto. Dovremmo fare il collegamento con l'Empoliano. Perfetto, allora inizia questa seconda parte con la professoressa Lempolià che vedo in video, che saluto, Presidente d'Europa, professoressa di diritto pubblico all'Università di Limoges e già membro del Consiglio Superiore della Magistratura francese. Saluto, grazie e tiro la parola. Benvenuto. Merci beaucoup, Monsieur le Président Terracciano. Merci à tous et je vous présente toutes mes excuses pour intervenir en visioconférence. Merci en tout cas de cette invitation, cher Monsieur Terracciano. Merci beaucoup. Alors, on a beaucoup parlé technique, on a beaucoup parlé difficultés et risques. Je voudrais essayer d'aborder en 10 minutes à peu près la justice, essentiellement d'ailleurs la justice judiciaire, confrontée justement à l'intelligence artificielle et au numérique. Quels risques ou quels enjeux pour le métier de magistrat ou pour la justice de manière générale. Alors, pour commencer peut-être par quelque chose d'assez général, la question principale, c'est l'intelligence artificielle et le numérique, puisqu'il est quelquefois difficile de dissocier les deux, peuvent-ils apporter des réponses ou une aide aux magistrats, tout en respectant, et c'est là la grosse difficulté, les principes du procès équitable et sans dénaturer, bien entendu, le raisonnement juridique, le raisonnement du magistrat ou du juge. Cette question n'est pas totalement nouvelle, elle a été à multiples reprises questionnée dès le début de la mise en place de l'intelligence artificielle, mais il est certain qu'elle pose aujourd'hui un certain nombre de difficultés. Pour aborder ces éléments, je me contenterai de deux éléments principaux, de deux éléments essentiels, me semble-t-il. Tout d'abord, nous verrons qu'il y a non pas un cadre juridique, puisque les éléments ne sont pas totalement contraignants à l'heure actuelle, c'est essentiellement un guide qui émane de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Mais il existe aussi, et ce sera le deuxième point, de réelles difficultés, mais aussi quelques avantages pour que la justice puisse s'emparer, s'approprier l'outil intelligence artificielle. Alors tout d'abord, le cadre juridique dans lequel peut intervenir cette question de la justice et de l'intelligence artificielle. Cet outil, ce cadre, nous est donné par la Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, texte, encore une fois non contraignant, qui a été adopté par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice en décembre 2018. Ce texte est intéressant parce qu'il ne s'oppose pas par principe, et d'ailleurs ce serait difficile, à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires européens. Simplement, il l'encadre, il essaie d'attirer l'attention sur un certain nombre de difficultés qui sont susceptibles d'intervenir. Donc le principe est que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice peut contribuer à améliorer l'efficacité et la qualité du travail des tribunaux judiciaires. Mais la mise en œuvre de cette intelligence artificielle doit se faire de manière responsable, en conformité avec les droits fondamentaux garantis notamment par la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données à caractère personnel.
Et pour la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dans ce texte, il est crucial de garantir que l'intelligence artificielle reste un outil, donc un outil, et non pas l'élément de décision, un outil au service de l'intérêt général dans le respect des droits individuels. Il existe donc un certain nombre de principes essentiels que l'on doit respecter lorsque on utilise l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Ces principes sont connus. Il s'agit du principe du respect des droits fondamentaux. Il faut s'assurer que la conception et la mise en œuvre des outils et des services d'intelligence artificielle soient compatibles avec les droits fondamentaux. Principe de non-discrimination, il faut faire en sorte que les outils d'intelligence artificielle préviennent spécifiquement la création de discrimination entre individus ou groupes d'individus. Autrement dit, on ne doit pas utiliser l'intelligence artificielle pour cataloguer, classer les individus et les citoyens en fonction d'un certain nombre de difficultés particulières. Excusez-moi. Ensuite, il y a un troisième principe, le principe de qualité et de sécurité. Il faut utiliser évidemment des sources certifiées et des données qui apparaissent comme intangibles avec un environnement technologique sécurisé. Principe de transparence, de neutralité, d'intégrité intellectuelle, il faut évidemment, mais c'est répandu dans tous les pays européens ou à peu près tous désormais, il faut rendre accessibles et compréhensibles les méthodologies de traitement des données par les justiciables en particulier. Et puis la maîtrise, évidemment, par l'utilisateur. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas, évidemment, d'approche tendancieuse ou particulière. Alors, à l'heure actuelle, dans le domaine de la justice, et même si cela a évolué depuis le texte de la CPEJ, l'intelligence artificielle est le plus souvent utilisée par des sociétés privées pour développer des offres commerciales à destination des avocats, des assurances, des directions juridiques, pour connaître un certain nombre de données et pour surtout utiliser l'intelligence artificielle comme un moteur de recherche avancé. Alors, cet outil, cette intelligence artificielle est utilisée parfois pour la résolution de litiges en ligne, pour l'aide à la rédaction d'actes, pour des analyses prédictives, en particulier en matière de barème. J'y reviendrai rapidement, barème pour quantifier les dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mise en cause de la responsabilité. C'est aussi utilisé pour catégoriser un certain nombre de contrats selon certains critères et pour analyser des clauses contractuelles. Donc, le cadre étant fixé via cette charte de la CPEJ dans le domaine de la justice, même si chaque État, encore une fois, peut avoir ses propres règles, j'aimerais aborder en deuxième partie la mise en œuvre prudente de l'intelligence artificielle qui, pour l'instant, en France et dans la plupart des États européens, reste un outil au service de la justice. Il n'y a pas de juges robots encore à l'heure actuelle qui prennent la décision à la place des magistrats, même si on pourrait trouver qu'effectivement c'est utile pour réduire les retards dans les délais de jugement. Alors, comment utilise-t-on actuellement l'intelligence artificielle dans la justice? Il y a sans doute un domaine où cela ne pose pas de difficultés particulières, ou en tout cas qui ne pose pas des problèmes de principe, pourrait-on dire. L'intelligence artificielle est utilisée dans ce que l'on appelle l'administration de la justice. Elle peut trouver à être utilisée pour traiter, par exemple, les statistiques des juridictions, ce qui permet d'établir de manière prévisionnelle des estimations quant aux moyens financiers, moyens en personnel qu'il faut attribuer aux juridictions. On croise un certain nombre de données, le nombre d'affaires, le nombre d'affaires en stock, le nombre de contentieux qu'il faudra traiter, le nombre de magistrats qui existent, les moyens mis à disposition, et de tout ça, on va essayer d'identifier les moyens qu'il faudrait donner aux juridictions dans l'idéal.
j'allais dire, ça ne pose pas trop de problèmes parce que ça ne met pas en cause les principes fondamentaux de la décision juridictionnelle et donc ça ne touche pas finalement au cœur du métier de la justice. Plus problématique est l'intelligence artificielle au sein même de la justice, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on va en faire et comment va-t-on l'utiliser. L'intelligence artificielle est là en principe pour traiter, on le sait, une quantité très importante de données et pour donc prévoir, annoncer ou en tout cas donner des éléments. Et c'est bien ça la difficulté parce qu'au départ, pour que l'intelligence artificielle soit utilisée, et ça a été dit par les intervenants précédents, il faut des données multiples. Cela présuppose donc qu'il existe une politique d'open data dans les juridictions, c'est-à-dire qu'on dispose de la plus grande quantité possible de décisions juridictionnelles et à tous les niveaux, première instance, appel et cassation. Et la première difficulté à laquelle on est confronté est celle-ci. Qui est à l'origine de cette politique d'open data et qui la met en œuvre, qui la contrôle, qui l'assure? Et là, la première question intervient. Est-ce au ministère de la Justice de le faire ou est-ce à une Cour suprême éventuellement de le faire? Et il est assez significatif qu'en France, par exemple, alors qu'on avait essayé quelques tentatives au niveau du ministère de la Justice, eh bien, c'est la Cour de cassation qui a été en charge en France d'assurer l'open data des décisions de justice, d'abord les décisions de la Cour de cassation, puis celles des cours d'appel, puis celles des juridictions judiciaires. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, la Cour de cassation n'a pas nécessairement des compétences en la matière. Eh bien, tout simplement parce que ça garantissait, d'une certaine manière, l'indépendance de la justice. Et puis, l'autre élément, c'était que pour qu'il y ait open data et qu'après, pour qu'il y ait les moyens d'utiliser ces juridictions dans des perspectives liées à l'intelligence artificielle, eh bien, il faut qu'il y ait un modèle de décision, c'est-à-dire un cadre dans lequel on puisse mettre toutes les décisions de justice avec la même méthodologie, avec les mêmes balises pour arriver à faire un open data à peu près utilisable. Et là, effectivement, dès lors que l'on parle de modélisation, dès lors que l'on parle d'anonymisation, eh bien, il est apparu normal que ce soit à la Cour de cassation, en tant que garante de l'indépendance de l'autorité judiciaire également, d'intervenir. Alors, comment les magistrats, à partir de ça, et comment la justice peut-elle voir le métier se transformer? L'intelligence artificielle peut indiscutablement gagner du temps sur des contentieux de masse, en relais du numérique, parce qu'elle peut permettre finalement de traiter un très grand nombre de données et de voir s'il est utile de s'écarter ou non de la politique jurisprudentielle suivie en la matière. Deuxième élément, il existe, c'est vrai, et l'intelligence artificielle le renforce via l'open data en particulier, il y a des références de plus en plus nombreuses aux décisions de justice. Autrement dit, quand un juge s'interroge sur la solution à donner à un litige, il va pouvoir avoir des centaines de milliers de références jurisprudentielles, mais se pose la question à ce moment-là de savoir si, en utilisant autant de données et en se référant aux solutions déjà données, on ne va pas être en train d'imposer la règle du précédent, que nous ne connaissons pas en France, par exemple, qui est connu dans d'autres pays, mais que nous ne connaissons pas en France. Et est-ce que ce mécanisme, finalement, de référence ne va pas conduire à rendre particulièrement rares les revirements de jurisprudence? Troisième élément, l'intelligence artificielle va permettre éventuellement de proposer des trames interactives pour aider le magistrat, c'est-à-dire des trames de jugement, des trames de décision qui correspondent finalement à telle ou telle catégorie de contentieux ou de litige. Et ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voulais vous en dire quelques mots ce soir, c'est qu'il y a une tentative justement d'établir ces trames interactives. Ça a été essayé en France en 2015, mais il y a eu un échec assez retentissant en la matière, parce que, et c'est là que l'intelligence artificielle trouve peut-être un certain nombre de limites, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était absolument impossible de modéliser complètement le raisonnement du juge, parce que celui-ci est trop complexe. On avait essayé de mettre un arbre de décision avec, au fur et à mesure que le magistrat devait traiter le litige, un certain nombre d'options, de solutions, de questions que le juge devait se poser. Et
on a renoncé devant l'effort à faire parce que finalement, ça se démultipliait en de tellement nombreuses hypothèses que on n'a pas pu aller jusqu'au bout. C'est trop complexe et surtout, ça ne peut pas aller jusqu'à remettre en cause finalement l'interprétation par le juge de la règle de droit et l'interprétation par le juge des faits. Alors, c'est vrai que ça peut être très utile pour assurer la cohérence d'un certain nombre de décisions, en particulier, je l'ai évoqué tout à l'heure, en matière d'allocation de dommages et intérêts dans tel ou tel contentieux, par exemple, pour éviter que dans telle cour d'appel, on alloue des dommages relativement importants et des dommages et intérêts relativement importants, alors que dans la cour d'appel distante de 200 km, on aura une attribution de dommages et intérêts en réparation du préjudice beaucoup plus faible. Donc effectivement, sur des contentieux techniques, sur des contentieux très nombreux, l'intelligence artificielle peut être utile. Mais il faut absolument laisser au juge une part de pouvoir discrétionnaire. Il est impossible de toute façon de lui dicter à l'avance une solution. Enfin, et j'en terminerai par là pour ne pas abuser du temps, on a beaucoup parlé du risque d'une justice prédictive, c'est-à-dire est-ce que l'on pourrait, via l'intelligence artificielle, arriver à identifier les magistrats qui rendent telle ou telle décision, la manière dont ils jugent, etc. Est-ce qu'on pourrait identifier en amont le profil d'éventuels récidivistes pour les empêcher justement de recommencer? Est-ce que cela peut aller jusqu'à prévoir et anticiper des contentieux émergents au futur? Pour l'instant, nous n'en sommes pas là parce que c'est plutôt de la justice fiction sur laquelle je termine. C'est la raison aussi pour laquelle on a beaucoup axé sur une politique systématique d'anonymisation, non seulement anonymisation du nom du juge, mais aussi du nom du greffier, du nom des avocats, du nom des parties, ce qui rend évidemment quelquefois l'analyse des jurisprudences complexes. Mais nous n'en sommes pas encore à l'utilisation de l'intelligence artificielle qui finalement permettrait à l'avance de savoir devant quel juge aller, devant quel magistrat précisément, devant quelle cour pour obtenir tel ou tel avantage. Là, ça relève encore, fort heureusement, de la justice fiction. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Au revoir, Hélène. Merci. Merci. Bene, grazie. È un punto di vista abbastanza interessante, ma non del tutto dissimile, tutto sommato, dalle nostre analisi.